L'accélérateur Défi Montréal a vraiment le privilège de compter dans ses rangs des entrepreneurs émergents, mais également d'autres entrepreneurs qui ont une longue feuille de route. C'est le cas d'Alain Mignot, entrepreneur en série, qui a lancé une nouvelle plateforme à impact social, WeRose. Alain, vraiment, cette plateforme-là, bonjour premièrement. Et WeRose, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui fait partie de ton long curriculum d'homme d'affaires. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais que tu nous dises un petit peu d'où tu viens. Bon, je dis toujours aux gens la même chose. Je suis né à Saint-Henri, dans une ruelle, dans une poubelle, couverte fermée, pour simplement démontrer à quel niveau de pauvreté que nous étions à l'origine à Saint-Henri dans les années 70, excessivement très pauvres. Donc, au fur et à mesure, bien sûr, j'ai grandi à Saint-Henri. À l'âge de 5 ans, quitter les parents, faire un topo rapidement, à l'âge de 5 ans, quitter les parents pour les collèges avec les sœurs, vous savez, avec des gros chapeaux. Oui. Après ça, les foyers d'accueil, pour revenir finalement dans ma famille à peu près à l'âge de 11 ans. Mon premier emploi a été un laveur de plancher. Je lavais le plancher dans un restaurant sur la rue Notre-Dame à Saint-Henri. Et pourquoi je lavais le plancher? C'est simple, c'est parce qu'il me donnait 2 hot dogs et une frite. Parce qu'à Saint-Henri, dans ce temps-là, lorsqu'on était jeune, ce n'était pas nos activités, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on se démenait pour justement amener de la nourriture à la maison. Donc oui, quêter sur la rue, ça fonctionnait. Lorsqu'un camion se stationnait, un camion de nourriture se stationnait à l'arrière de l'épicerie, on était tous cachés comme des souris. Et puis le mec, lorsqu'il rentrait, on dévalisait le camion. On prenait toute la nourriture dans le camion. Et puis effectivement, j'avais ma partie de congélateur à la maison, ainsi de suite. Donc mon premier job a été vraiment laveur de plancher dans un restaurant pour me nourrir. Par la suite, j'ai commencé à faire des contrats à la Maison des Jeunes, à Saint-Henri, la galerie, des contrats de peinture, de rénovation, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, j'en passe parce que j'en ai fait des choses. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré des Français et à ce moment-là, j'ai commencé à importer des meubles d'antiques. Et puis nous avions une boutique qui s'appelait JPA Antiquité sur la rue Duluth et Berry. Et puis je trouvais ça fascinant. On achetait une vieille armoire à 500 francs. Et on vendait ça ici 2500, 3000 $. Donc c'était super intéressant. Et par la suite, au courant de 18 ans, 20 ans, j'ai découvert une société qui fabriquait des machines à condo. Donc j'étais représentant de cette entreprise qui s'appelait Gamopa. Et pas plus tard que 3-6 mois après, ils ont fait faillite. Okay. Donc je leur ai demandé de me payer en me donnant des machines à condo. Mon côté entrepreneur a fait qu'après 2 ans, j'avais 500 machines à condom sur le territoire de Montréal. Wow. Je passais mes soirées dans les bars, dans les toilettes. Je voyais les gars crinquer à coût de 2 $, 1 $, un cock ring, un condom, tout ce qui pouvait se vendre. Et là, à ce moment-là, est-ce que c'était la première fois qu'on avait ces boîtes à condoms à Montréal ou tu faisais partie d'un... C'était tout nouveau. Ben oui. Alors que maintenant, on prend pour acquis? Maintenant, bien sûr, il y a des condoms un peu partout. Mais anciennement, il y avait des machines qui étaient juste des machines à peigne. Des machines à peigne. Après ça, on a introduit le condom, le parfum, les serviettes sanitaires dans les endroits pour femmes, et ainsi de suite. C'est toi, ça? Absolument. J'ai importé des machines protocole. C'est-à-dire que presque toutes les femmes ont pris un de tes produits, probablement. Même dans les bars à danseuses. OK! Donc, on parle vraiment d'un côté entrepreneurial qui était en toi très tôt. Par la suite? Je crois que c'est la survie. C'est toujours... la plus belle exemple que je peux vous expliquer, c'est lorsque je sortais de l'école au primaire. Je courais pour aller à la maison. Excuse-moi. Hein? Je suis émue par ton histoire. Wow. Lorsque j'arrivais à la maison, je courais. Pourquoi il fallait que je coure en sortant de l'école? Parce qu'il fallait que je sois le premier arrivé au réfrigérateur. Ouais. Et si je n'arrivais pas le premier, je n'avais rien à manger. Donc, je me souviens une fois, j'étais arrivé le premier et moi et ma sœur, on se battait pour avoir la nourriture. Et puis, je me souviens toujours. J'allais dans ma chambre, je pleurais, puis je me disais, un jour,
je ne disais pas le mot millionnaire, un jour je vais être riche. Ouais. Mais pas pour conduire une belle voiture. Dans ce temps, c'était pour, sincèrement, c'était pour bien se nourrir. Et pour redonner quasiment. Oh mon Dieu, excusez-moi, c'est la première fois que je fais une entrevue et que je pleure en direct. Excusez. Oh wow! Donc oui, on épluchait les 50 livres de patates. Ma mère arrivait avec des 50 livres de patates. Puis toute la soirée, tout le week-end, on épluchait, elle mettait ça dans l'eau. Puis toute la semaine, on mangeait des patates frites. Le matin, des toasts avec le sucre blanc, c'était vraiment la pauvreté. Mais après les machines à condom, ça a été les machines à café. OK. Et à un moment donné, j'avais peut-être 22 ans. On était dans le temps du 484, lors des ordinateurs, les commandeurs de Radio Shack. Et j'étais là les premiers, ben pas là, j'étais le premier. Il n'y avait pas de borne Internet à l'extérieur. Puis l'Internet, le taux de pénétration dans les maisons était quasiment nul. OK. Donc le terminus voyageur, le quartier latin, le cinéma quartier latin, Galerie d'Anjou, Fairview Pointe-Claire. On avait une belle borne Internet, les gens mettaient $2, puis ils pouvaient aller sur la toile du Québec prendre leur message. C'est moi. Oh, C'est wow. moi. Ouais. Pour de vrai, excusez-moi, je suis comme... Puis on regarde, ça me dérange pas qu'on regarde, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous l'avez dit, c'est que, tu l'as dit, je vais tutoyer, c'est la survie, et tu aurais eu toutes les raisons du monde de laisser faire, de laisser tomber, même peut-être de quitter ce monde. Donc, est-ce qu'il y a eu des gens autour de toi qui t'ont donné ce courage-là de continuer? Sur qui? Parce que tu étais quand même, tu as eu un background, tu sais, sur qui tu t'appuyais? Bon, effectivement, lorsque j'avais à peine 14 ans, 15 ans, mon premier livre a été Dr. Murphy et May Fox, Réaliser la personne que vous rêvez d'être, la visualisation créatrice, l'auto-hypnose, comment se reprogrammer, comment sortir de cette enfance. D'ailleurs, lorsqu'on me pose la question, est-ce que tu as des photos de toi? J'ai aucune photo de moi lorsque j'étais jeune. J'ai pris toutes les photos, j'ai fait un beau feu, j'ai tout brûlé, parce qu'il fallait absolument que je mette un X sur cette misère à laquelle j'ai vécu. Tu as fait ça à quel âge? Ah, je crois que j'avais 12 ans, à peu près 14 ans. Quand même, tu étais Donc, jeune. j'ai déménagé en appartement à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai dit bye bye maman, puis, parce que j'étais retourné après le foyer d'accueil. Et je me suis dit, ben, je vais m'entreprendre et puis on va aller habiter en appartement. J'avais mon grand frère avec moi qui habitait, et pas plus tard que 6 mois, je l'ai mis à la porte. Pourquoi? Je travaillais à 3,54 $ à l'heure à l'Aubainerie Croteau, puis il venait tout manger avec ses copines, la nourriture que je mettais au réfrigérateur. Et là, tu avais quel âge? 16 ans. 16-17 ans à peu près. Ouais. Encore un adolescent. Encore un adolescent. Oui, absolument. Wow. Donc là, aujourd'hui, si on avance dans le temps, tu es un homme d'affaires prospère, un homme d'affaires heureux. On peut dire ça ici? Absolument. Et comment as-tu contribué à créer ton bonheur de ce moment-là, si on parle d'Aubainerie Croteau, à aujourd'hui? Mais assurément, il y a eu un éveil. Un réveil, quoi. Pourquoi? Parce que un gros tournant a été dans l'immobilier. À un moment donné, j'en passe, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été directeur des ventes d'un centre de distribution. J'ai été enseignant pendant 1 an au Projet Port. J'enseignais à des adultes, à compagnie d'entretien, ainsi de suite. Mais à un moment donné, je réalisais des contrats de rénovation. Et puis, je voulais m'acheter un sixplex. Un soir, j'avais un verre de vin. Je me suis dit, je vais prendre mon courage à 2 mains. Et j'ai appelé un client. Je lui ai demandé de m'aider à acheter un sixplex. Un client? Oui. Qui est une entreprise ou un individu? Un client qui me donnait les contrats. OK. Excusez. Ouais. Et puis, suite à cette demande, il m'a donné une condition. Je lui ai dit laquelle. Il me dit que tu achètes un 60 logements. Et là, bien sûr, 4 secondes de silence. J'ai dit, Monsieur Turek, il s'appelle Monsieur Turek. J'ai dit, écoutez, vous savez, je dis, on ne parle pas la même chose, vous avez ajouté un 0. Il me dit, je sais, je ne suis pas stupide. Silence, c'est un Yougoslave. Ben, j'ai dit, Monsieur Turek, je n'ai pas l'argent de toute façon. Me crois-tu stupide? Je dis, non, non, OK. Donc, histoire courte, mon premier immeuble a été un 68 unités. Mon deuxième immeuble a été un 107 unités. Mon troisième, un 51. Mon quatrième, un 61. Et, peu importe, en 2005, j'ai tout vendu. Pour ne pas lâcher, mais je voulais réaliser, cristalliser. Oui, j'ai conduit toutes les voitures les plus exotiques de ce monde.
j'ai 32 croisières, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai fait plein de choses. Et ces 2 années-là, que j'ai resté tranquille, je suis sorti de l'immobilier. Bien sûr, j'ai ouvert 2 restaurants, je ne pouvais pas rester à rien faire, j'ai ouvert 2 restaurants. Je suis allé à l'école Day Trading Canada, j'ai fait du trading, je donnais de la formation, je donne encore aussi de la formation en immobilier. Pour qu'après 2 ans, je suis retourné encore dans l'immobilier. Mais à un moment donné, j'étais en vacances. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il y a peut-être, j'avais 25 ans, 27 ans, j'ai écrit un manuel. J'appelais ça le régime mental. Donc, c'est un manuel de 200 pages, puis je disais aux gens, si vous voulez réussir, ben, il faut se auto-programmer parce qu'on a des tâches à l'inconscient, on a des habitudes, il faut, peu importe. Donc, j'ai écrit ce manuel, et ce manuel, je voulais le vendre pour avancer des fonds, pour réaliser mon projet que je fais maintenant. Et je me souviens, je n'avais pas assez de fonds. Donc, je me suis aventuré dans l'immobilier. Et à un moment donné, après avoir réussi, j'étais en vacances à Cancun, dans un hamac. Et là, j'ai comme un coup de tonnerre, un coup de nuage qui m'est tombé sur la tête. Comme si, Alain, elle est où maintenant ta raison pour ne pas commencer ce projet? Donc, effectivement, à partir de là, je me suis dit, OK, quoi, comment, où, aucune idée. Par contre, je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie. J'ai tout lu. J'ai tout lu, les Écritures, même jusque les Écritures de la mer Morte, de Nag-Hammadi, la bibliothèque, tous les œuvres archéologiques qui ont été découvertes en copte, en hébreu, en français. J'ai fait le tour de tout. La question, vu mon enfance, il fallait que je sache tout pourquoi et le pourquoi du pourquoi. Donc, ce que j'ai fait après mes vacances, je me suis installé à un autre bureau tout à côté de mon bureau. Et puis là, je me souviens, j'étais sur la table du bureau comme ça. Et je dis, Alain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme projet? J'avais aucune idée quoi faire. OK. Il fallait que je fasse quelque chose pour apporter À la société. À la société. Quelque chose de différent. Quelque chose là où on peut s'exprimer. Bien sûr, j'ai fait le tour de la question. Tous les enjeux de la planète sont là, sont urgents. Dieu ciel, je crois que l'être humain est trop préoccupé par son quotidien pour s'en rendre compte. Tout le monde le sait. Ah oui, c'est sûr, ça apparaît partout. Mais qui s'implique pour le faire? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que, OK, allez, premièrement, c'est de savoir, mais pourquoi toi tu le fais? Tu es un homme d'affaires, tu es en immobilier, tu roules des belles voitures, grosses maisons, il n'y a peu importe. Comment est-ce que les gens vont me percevoir? Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai réalisé un site qui va au-delà de la pétition normale, là où on propose des plans d'action collective. C'est ça. Donc, c'est WeRose, W-I-O-R-O-E-S, pardon. W-E. W-E, comme oui, comme nous. Oui. Parfait. W-E-R-O-E-S. Donc, oui en anglais qui est nous. Exact. Puis le role, c'est comme les héros, mais en même temps, role, c'est quand on conjugue le mot we rise, Héros. donc héros, etc. Donc, c'est une plateforme qui va plus loin que la pétition. Donc, en quoi est-ce qu'elle diffère, elle se distingue? C'est que le marché, présentement, tout le marché offre, bon, il y a toujours des sites à pétition, à boycott, à manifestation. Ouais. Ils sont tous en silo. Ils agissent tous individuellement. Donc, ce que j'ai pensé, c'est de faire un réseau social. Et dans ce réseau, on a des plans d'action. Et ces plans d'action, dedans, on a 3 actions qu'on peut sélectionner. Parce qu'on s'entend que les gens qui pétitionnent, souvent, ce n'est pas les gens qui boycottent. Et les gens qui boycottent, ce n'est pas les gens qui vont pétitionner. Oui. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes niveaux d'engagement. Oui. Donc, dans nos études de marché, il était très important d'aller chercher le maximum de toutes sortes d'engagements. Parce que le changement qui doit avoir lieu doit se faire par nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'engager à différents niveaux d'engagement. Donc, dans le plan, on peut faire soit un boycott, et ou en même temps une pétition, et ou en même temps la mise en demeure d'Hydro-Québec, qu'on a entendu parler la semaine passée. Oui, tout à fait. Et là, maintenant, quelle est l'attraction de cette plateforme? Elle existe depuis combien de temps? Ça doit faire 8 mois qu'on est en ligne, 202 pays quand même sur le site présentement, wow. 94 000 inscriptions, et ça continue. On n'a même pas encore lancé le site, pas encore. On a fait un événement avec Hydro-Québec à Montréal, par une coalition qui s'est mise en place, bien sûr, mais on s'apprête à aller chercher des fonds
et puis faire un méga lancement. Et pour les personnes qui sont intéressées, aujourd'hui, ils peuvent aller directement s'inscrire sur le site. C'est ça? Absolument. Et quelle est la vision pour la prochaine année, les 2 prochaines années? En nombre? Oui, en nombre ou même en termes de plateforme de rayonnement OK. et d'impact. En nombre, bien sûr, on veut atteindre 1 million de membres. C'est stratégique au point de vue des investisseurs, c'est stratégique aussi au point de vue de la viralité. Et aussi, ce que l'on va faire, on est en train de le programmer, c'est un widget. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre des ententes avec des partenaires, tous les sites à pétition, à boycott, à manifestation. On aimerait qu'ils aient un bouton d'un plan d'action Webull sur leur plateforme. Parce que oui, beaucoup d'associations n'ont pas les moyens de développer la technologie. Donc, qu'ils s'engagent à démontrer leur action aux citoyens, les associations, mais avec un bouton WeRose sur leur site qui fait qu'ils deviennent WeRose et ils ont une place aussi dans WeRose. C'est tellement inspirant de t'écouter. Je pense qu'on t'écouterait encore 1 heure ou 2. Mais pour les gens qui nous écoutent présentement, il va être conférencier panéliste le 1er juin prochain dans le cadre de LC. Donc, je vais animer un panel qui va porter sur l'entrepreneuriat d'impact. Tu vas en faire partie. Il va y avoir Guy Gervais également. Il va y avoir d'autres panélistes. Et tu vas avoir un kiosque. Est-ce que tu vas avoir un kiosque? Oui, ou tu vas avoir un kiosque? Donc, pour oui. les gens qui vont vouloir t'écouter, ça vaut pour le panel, et qui veulent te rencontrer personnellement, dans ton kiosque, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, toucher, ou est-ce qu'on peut s'inscrire? Absolument, on va pouvoir s'inscrire. On va probablement expliquer les fonctionnalités. Et bien sûr, on va jouer sur les engagements, les enjeux, excusez-moi, de la société que nous devons régler le plus rapidement possible. Et comment? En s'impliquant tous. Il n'y a pas de secret. Cette plateforme ne vit pas sans l'implication des gens. Oui. Comme mot de la fin, on est à Défi Montréal, un réseau d'entrepreneurs, entrepreneurs à succès qui maintenant s'impliquent dans la société. Quel conseil voudrais-tu donner? Un conseil de sagesse aux entrepreneurs émergents et peut-être aguerris également? Vous savez, je fais partie du réseau Ange Québec. Et parce que j'ai probablement réussi, mais peu importe qu'on a réussi ou pas, la connaissance, elle est toujours un facteur qu'il faut aller chercher davantage de ce que l'on croit connaître. Et puis, chez Défi Montréal, je me suis inscrit. Premièrement, j'aime le défi, j'aime le mot. Oui. J'aime le mot défi. Il m'a accroché. Et puis, ah oui, j'ai appris plein de choses. Absolument. Donc, moi, j'invite tout le monde qui ont une idée ou un projet embryonnaire ou qui sont rendus sur le marché à y participer. Parce qu'il n'y a pas juste la connaissance, il y a le réseautage. Et vous savez quoi? S'il y a un endroit par semaine, là où je partage dans mes pairs, c'est bien ici. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, là, nos bureaux, ainsi de suite, ben, je n'ai pas autant d'entrepreneurs rassemblés, concentrés qu'ici. Au millimètre carré, comme on dit. Voilà. Et tout le monde a des idées fantastiques, incroyables. Et puis, j'encourage tout le monde, bien sûr. Alain Mignot, merci. Je pense qu'on a fait un cours 101 d'humilité, de succès, de courage, de persévérance. Je conclure là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci.